Salut! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi en 2025, en tant qu'entrepreneur, j'ai décidé de limiter mon temps d'écran à 12 heures par semaine, c'est-à-dire littéralement le diviser par deux. Je vais t'expliquer pourquoi j'en suis venue à cette décision radicale et comment je compte faire, même si pour le moment ça reste ce que j'ai imaginé à l'heure actuelle, et je vais documenter régulièrement ce que ça donne pour de vrai. C'est parti! Alors pour commencer, petite mise en bouche, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Laure Daudier, je suis la fondatrice de Maslow Boîte. C'est une entreprise qui depuis 2021 se concentre sur le slowpreneuriat, à accompagner des indépendants, des entrepreneurs sur ce mode de travail et à le populariser, à l'expliquer, à le démocratiser. Pour que tu comprennes bien cette vidéo, c'est important que tu comprennes ce que c'est le slowpreneuriat. Le slowpreneuriat, c'est une philosophie de travail et tout un ensemble de méthodologies qui vont avec, dans lequel on entreprend en faisant moins et mieux, en exploitant sa zone de confort plutôt que de chercher à en sortir, et où de manière générale, on va mettre l'humain au centre. C'est un mode d'entrepreneuriat dans lequel il n'y a pas cette vision sacrificielle de l'entrepreneur, dans laquelle on refuse l'idée qu'il faut travailler dur et beaucoup pour obtenir des résultats. Et il y a un concept clé dans le slowpreneuriat qui est de toujours adapter le business à la réalité de la personne. Et c'est ce qui m'amène à avoir pris cette décision aujourd'hui parce que, comme je vais te l'expliquer, ma réalité a évolué et donc mon business doit s'adapter. Donc je vais d'abord te lister les 5 raisons pour lesquelles j'ai décidé de limiter mon temps d'écran. La première raison, c'est que en 2024, j'ai travaillé 25 heures par semaine, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Mais il y a une chose qui a fondamentalement changé par rapport aux années d'avant, c'est que je n'ai pas réussi à trouver la paix mentale. Entends par là que j'ai été constamment, y compris pendant mes week-ends, y compris pendant mes vacances, en train de penser. J'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne. Il y a énormément de choses à découvrir, à réfléchir, à imaginer. On a eu une actualité aussi en France qui a été mouvementée, dans le monde aussi, et je suis quelqu'un qui suis très intéressée par la dimension politique de l'entrepreneuriat aussi. Donc forcément, j'ai eu beaucoup de choses à penser. Et j'ai eu énormément de difficultés à limiter ça. Donc à la fois pour mon endormissement le soir, mais aussi pour les week-ends, les vacances. Donc mon cerveau s'est pas vraiment reposé. Et ça, je sais que ça a été beaucoup alimenté par le fait qu'une grosse partie de mon travail aujourd'hui, c'est de la création de contenu. Je vais aussi populariser le slowpreneuriat via les réseaux sociaux. Et donc, je passe pas mal de temps sur ces outils-là. Je passe pas mal de temps sur Instagram, sur LinkedIn, sur ma boîte mail. Et ce sont des endroits dans lesquels il y a énormément de micro-contenus. Je limite à ces réseaux sociaux-là. Je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur X, je ne suis pas sur Snapchat, etc. Mais même avec seulement ces deux réseaux-là, continuellement, il y avait beaucoup de contenus courts, souvent peu nuancés, mais qui me venaient et qui me donnaient à réfléchir, mais qui n'étaient pas toujours très nuancés. En tout cas, ça prenait beaucoup d'espace, me laissant aussi pas assez de temps et d'espace pour aller lire, écouter, regarder des contenus plus profonds, plus nuancés, plus structurés, et j'ai notamment eu beaucoup de frustration à pas pouvoir lire toutes les newsletters des personnes comme Samuel Durand, comme Laetitia Vito sur le futur du travail, ou le travail d'Olivier Amand aussi sur la robustesse, donc tous des sujets qui sont passionnants même pour moi, mais en fait tout mon temps de cerveau disponible et puis mon temps effectif dans ma journée était pris et constamment nourri par des tout petits contenus qui étaient des fois très intéressants, des fois en rapport à ce que je faisais, des fois contraires, et donc ça me donnait aussi du grain à moudre. Mais en tout cas, la première raison, c'est ça. J'ai envie que mon cerveau puisse s'apaiser, penser à autre chose que le boulot. Et en réalité, en 2024, il n'y avait que 2 heures dans la semaine où j'arrivais vraiment à faire ça. C'était le temps où je faisais de la poterie, parce que c'est la seule activité qui me permet de déconnecter mes pensées et de me concentrer là-dessus. Donc 2 heures par semaine, c'est assez faible. Ensuite, à force de consommer tous ces contenus, j'ai d'abord cru que la solution, elle se trouvait dans ce que font beaucoup de gens, qui est de se constituer un second cerveau, c'est-à-dire un espace sur un outil comme Obsidian ou comme Notion, sur lesquels on va prendre des notes de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on ingurgite comme information, pour les stocker quelque part, les organiser, ne pas les oublier.
Je ne suis pas quelqu'un de très structuré. Ça ne fait pas partie de mon mode de fonctionnement. Et surtout, donc déjà, ça pose une difficulté parce que le principe d'un second cerveau, c'est quand même la structure. Et je me suis rendu compte que c'est venu un peu comme une injonction. Je me suis sentie obligée d'aller remplir mon champ de connaissances, d'informations, de toujours consommer plus d'informations, de lire des livres absolument, de prendre des notes, etc. Et donc je me suis rajouté une charge mentale de réflexion qui était énorme. Donc le second cerveau, ça marche peut-être pour les personnes qui sont assez structurées de nature. Pour ma part, j'ai décidé désormais de prendre les informations qui m'intéressent et de faire confiance à mon cerveau pour garder en mémoire les choses qui sont réellement intéressantes, les intégrer dans ma base de données de connaissances biologiques, faire travailler mon intuition, ce qui n'empêche pas de garder quelque part, tiens, ce livre en particulier était intéressant, de mettre quelques post-it, mais sans me mettre la pression avec ça. Mais tu vois, mon premier réflexe a été de me dire, en fait, il me faut encore plus d'infos, il faut juste que je les organise et que je les structure. Non, ça n'a pas marché pour moi. Donc, première raison pour laquelle je veux couper mon temps d'écran, c'est qu'aujourd'hui, mon temps d'écran est ce qui m'alimente, ce qui alimente mon cerveau en choses qui me prennent de l'espace, mais qui ne sont pas toujours suffisamment creusées et nuancées. Donc en coupant une grande partie de mon temps d'écran, je vais devoir aussi être beaucoup plus sélective sur ce que je vais consommer sur ces écrans. Et mon idée, c'est de laisser plus de place pour des contenus longs et nuancés, de la lecture aussi, hors écran, qui va me permettre de continuer à creuser les sujets que j'ai à cœur sans me laisser polluer autant par des tout petits contenus qui finalement ne m'apportent pas toujours grand-chose. Deuxième raison, c'est que je me suis rendu compte que mon temps d'écran diminuait fortement mon attention et mon énergie. J'ai des capacités de concentration qui ont baissé. Alors à la fois en 2024, elles ont augmenté parce que j'ai aussi amélioré mon hygiène de vie. Je dors mieux, j'ai des enfants dont un qui a 2 ans et demi, donc le sommeil ça a été compliqué pendant quelques temps, je dors un peu mieux, je ne bois quasiment plus d'alcool, donc ça ce sont 2 décisions qui ont vraiment permis d'augmenter mon attention, mais je profite pas tellement des fruits parce que mon temps d'écran l'a aussi fait diminuer. Et quand je parle d'attention, c'est aussi de l'attention aux autres, et je me suis rendu compte que mon téléphone particulièrement était devenu une addiction même quand j'étais avec mes enfants, et j'avais beaucoup de mal à être réellement présente avec mes enfants parce que j'avais cette addiction aux écrans. Donc déjà, j'ai évidemment envie de retrouver de l'attention par rapport à mes enfants, mais aussi 2025, c'est une année particulière pour moi, à 2 titres. Premièrement, je sors un livre en avril, et donc il va y avoir de la promotion à faire, des interventions à faire, et je sais que ça va être une année différente par rapport à ça. C'est une année aussi sur laquelle je commence à avoir pas mal de conférences, d'interventions en live qui sont bouclées. Et donc tous ces projets-là, ça fait que je me dis, je n'ai pas envie, je suis assez à l'aise en prise de parole, ça c'est pas une problématique, mais j'ai envie de devenir excellente dans ce type de tâches, enfin c'est pas une tâche de projet, de prestation. J'ai pas juste envie d'être à l'aise, j'ai envie d'être excellente et de faire que cette année 2025, je monte en compétences sur l'animation de conférences, d'ateliers, etc. C'est important pour moi, c'est un objectif qui est important pour moi. Et pour devenir excellent sur ce genre de choses, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps pour m'entraîner, pour travailler mes interventions, et donc j'ai besoin de me libérer du temps. Et un autre enjeu très fort que j'ai en 2025, c'est que ça fait plusieurs années que je stabilise mes revenus, ça fait 3 ans que je suis entre 45 000 et 55 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, et en 2025, mon objectif, il est de 92 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Pour pouvoir m'apporter de la sérénité en termes de trésorerie, je veux pouvoir avoir plusieurs mois de trésorerie d'avance pour m'apaiser, pour me sentir plus en sécurité financière, ce que je n'ai pas eu jusque-là. Et je veux pouvoir déléguer plus de choses. Donc il me faut à la fois plus de rentrée d'argent pour pouvoir déléguer des choses et aussi pour mettre de la trésorerie de côté. Donc c'est pas un objectif où c'est dramatique en soi, si je ne le fais pas, j'aurai juste un peu moins de sécurité financière, mais c'est un objectif qui est très ferme. C'est rare que je veuille faire de la croissance, mais là, c'est une croissance qui est consciente et je sais exactement à quoi cet argent va servir. Ça veut dire aussi que je compte beaucoup augmenter mon chiffre d'affaires tout en divisant mon temps d'écran par 2. Mais parce que je sais aussi que pour atteindre ces objectifs-là, cette excellence en prise de parole en public et l'augmentation de mon chiffre d'affaires, je vais avoir besoin d'être attentive
focus, concentré, et de surtout plus ne m'éparpiller dans des choses qui finalement ne m'amènent pas vers tout ça. Et puis il y a une autre chose qui m'a fait prendre conscience d'à quel point les écrans me volaient mon attention, c'est le livre de Johann Hari, On vous vole votre attention, que je recommande, que j'ai pas tout à fait fini, mais qui m'a déjà mieux fait comprendre le jeu notamment des entreprises tech. Alors je savais déjà que les réseaux sociaux nous voulaient notre attention et qu'absolument tout était fait sur ces plateformes-là, et puis les réseaux sociaux, mais aussi Google, Gmail, etc. C'est pas que ça, mais toutes ces entreprises tech, c'est une guerre de l'attention. Ce qu'ils se partagent, ce qu'ils se chamaillent, c'est notre temps de cerveau disponible. Ça, je le savais déjà. Si jamais un documentaire que je recommande, c'est Derrière nos écrans de fumée, qui est sur Netflix et qui explique parfaitement le fonctionnement de ces réseaux-là et comment ils happent notre attention. Dans ce livre, ce que j'ai trouvé en plus de ça, même s'il réexplique un petit peu le fonctionnement de tout ça, c'est la prise de conscience de la partie systémique là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je coupe déjà mes notifications, j'ai pas du tout de notifications sur mon téléphone. Je coupe tout la nuit, enfin voilà, je mets déjà certaines choses en place de manière individuelle. Et en fait, toutes ces entreprises de la tech nous expliquent que c'est facile de ne pas se laisser voler son attention, il suffit d'utiliser les outils qu'ils mettent en place pour couper les notifications, etc. Et finalement, comme beaucoup de choses, ils en font un problème individuel. C'est à l'individu de se débrouiller, à trouver des solutions, des antipoisons aux poisons que ces mêmes entreprises leur donnent. Et il explique très bien ça, à quel point en fait c'est un enjeu qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus systémique et que la réponse individuelle n'est pas suffisante. Et il donne cet exemple qui est très parlant, où il parle des régimes alimentaires. Pourquoi est-ce que 19 personnes sur 20 qui font un régime amincissant reprennent leur poids dans les 2 ans? C'est parce qu'un régime ne tient jamais compte des dimensions environnementales et systémiques. Un régime qui explique quoi manger ne parle jamais du fait qu'il y a des publicités pour de la malbouffe partout et qu'elles sont beaucoup plus attractives que des publicités qui sont d'ailleurs inexistantes, pour le manger sain. Elles ne tiennent pas compte du fait qu'aujourd'hui, la malbouffe est moins chère qu'une alimentation saine. Elles ne tiennent pas compte, ces régimes, du fait qu'il y a beaucoup de gens qui mangent leurs émotions, qui mangent parce qu'ils sont stressés et qui stockent aussi à cause de ça, et qu'on est dans un environnement de plus en plus stressant. Les régimes alimentaires ne tiennent pas compte de tout ça. Ils se contentent de donner des directives sur quoi manger, pendant combien de temps. Et donc, quand les personnes sont dans ce régime et qui vont le suivre, ils vont perdre du poids, mais dès qu'ils reviennent dans une vie plus normale avec cet environnement-là, cet environnement extérieur a une influence et ça rend juste, c'est pas que c'est impossible de le faire sans, puisqu'il y a quelques personnes qui y arrivent, mais ça rend ça tellement plus compliqué. Et en fait, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui sortent de leur zone de confort, qui travaillent dur, qui travaillent beaucoup quand ils entreprennent? Parce qu'aujourd'hui, notre écosystème nous mène dans cette direction. Il y a énormément d'injonctions à la performance, énormément d'injonctions à la croissance, et donc les individus qui veulent se sortir de ça, j'en fais partie, il y a plein de gens qui le font en luttant à contre-courant. Et quand on fait les choses à contre-courant, contre notre environnement, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, pour l'attention, c'est exactement la même chose. Et j'ai plus envie de jouer à ce jeu-là. Donc, j'ai envie de faire ma part individuelle qui va beaucoup plus loin que de couper mes notifications. J'ai envie d'être plus radicale là-dessus et j'ai aussi envie de documenter ça pour participer à changer les choses de manière systémique en expérimentant des choses, en explorant comment il est possible en 2025 d'entreprendre en limitant drastiquement son temps d'écran, notamment quand on est dans une entreprise de service, sachant que moi aujourd'hui 95% de mon boulot est en ligne. J'y reviendrai dans les solutions, mais il y a évidemment des entreprises et des business dans lesquels on est beaucoup plus en face à face avec les clients. C'est pas du tout le cas de mon business, donc c'est une manière aussi pour moi de participer à changer les choses de manière systémique, à créer des alternatives. La troisième raison, donc là c'était les deux principales, mais il y en a
3 autres qui sont tout aussi importantes, mais qui vont être plus rapides. La troisième raison, c'est que dans mes objectifs de 2025, il y avait aussi le fait de limiter les interactions sociales. J'ai cette grande ambivalence d'être à la fois introvertie, pas timide, mais les interactions sociales me prennent de l'énergie, donc j'ai des limites par rapport à ça. Et quand je parle à trop de gens, évidemment, ça m'épuise. Selon les interactions sociales, il y en a qui vont me fatiguer plus que d'autres. Mais en 2024, j'ai eu trop d'interactions sociales. J'adore les gens, j'aime parler avec les gens. Une grosse partie de mon métier consiste à parler avec des gens, mais j'avais besoin de limiter ça. Je m'étais déjà organisée, j'avais déjà mis en place des choses avec des journées où je sais que je ne prenais pas de rendez-vous, etc. Mais je suis aussi une people pleaser, j'ai du mal à dire non à certaines personnes. Et là, quelque part, mais comme beaucoup de de mon métier se passe en ligne, en limitant mon temps d'écran, ça va intégrer aussi tous les rendez-vous, tous les créneaux où je suis en visio. Et donc, les interactions sociales, ça me met en fait une autre contrainte créative pour trouver des solutions, pour continuer à avoir des interactions sociales, mais déjà moins en quantité, et en tout cas moins devant l'écran. La quatrième raison, c'est des raisons de santé. En cette fin d'année, à partir de novembre, j'ai commencé à avoir des douleurs oculaires. J'ai un passif médical assez chargé avec ça à cause du stress. J'ai passé 18 mois sous cortisone à cause de ça, je ne le souhaite à personne. Donc c'est en tout cas, ça a été une expérience assez marquante, assez traumatisante pour moi. Et je suis très attentive et je joue pas. Et pour moi, une douleur oculaire persistante à cet endroit-là, je joue pas avec le feu, je joue pas avec mon corps. Et j'ai déjà une fois ignoré ces signaux-là, je ne le ferai pas une deuxième fois. Il y a pas mal de choses qui peuvent être à l'origine de ces douleurs-là, mais évidemment, j'ai de manière avérée de la sécheresse oculaire qui est accentuée par le temps d'écran. Donc de manière très simple, il faut que je limite mon temps d'écran. Et enfin, la dernière raison, je l'ai un peu évoquée, c'est l'attention à mes enfants. C'est l'exemple aussi que je donne à mes enfants. J'ai passé l'année à me détester, d'être aussi accrochée à mon téléphone en prétextant que c'était pour le travail. C'est pas du tout l'image que j'ai envie de leur donner. J'ai pas envie qu'ils s'imaginent que les écrans sont quelque chose d'indispensable. C'est quelque chose d'important dans nos vies d'aujourd'hui, mais voilà, j'ai envie d'être plus attentive, j'ai envie d'être plus là pour eux, sans avoir l'impression de rater quelque chose. J'ai envie d'être réellement présente, pas que physiquement, mais aussi mentalement. Et pour moi, me restreindre au niveau du temps d'écran, ça va m'aider aussi à ça. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision-là récemment, avec tout ce que je viens d'expliquer là? C'est que, pour la première fois en 2024, sur les vacances de fin d'année, pendant 10 jours, je n'ai pas ouvert mon ordinateur. Je n'ai quasiment pas regardé mon téléphone. Et énormément des problématiques que j'ai eues dans l'année se sont résolues. Je n'ai plus de douleur oculaire. J'ai pu être pleinement concentrée avec mes enfants quand j'étais avec eux. J'étais beaucoup plus attentive, moins énervée. Et à peine j'ai repris les écrans cette semaine que j'ai senti immédiatement à quel point d'avoir juste fait un post sur LinkedIn, ça me donnait envie d'aller voir ce que ça avait donné et à quel point, quand il m'interrompait, ça m'énervait. Donc assez rapidement en reprenant, je me suis dit, ok, il y a un sujet. Je me suis vraiment reposée mentalement. J'ai enfin arrêté de penser au boulot. Bref, tout ça, ça fait 5 excellentes raisons de prendre cette décision radicale. C'est mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire que j'ai tendance à prendre des décisions assez fermes. C'est comme des nouvelles contraintes créatives autour de ma nouvelle réalité auxquelles mon business doit s'adapter, et pas l'inverse. Je vais donc maintenant te présenter les 5 pistes de solutions que j'ai envisagées, ce que je vais commencer à mettre en œuvre. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, c'est aussi ça que je vais documenter au fil de l'année. Tu auras peut-être d'autres idées. Et je mets juste un warning aussi à ce moment-là. Ces solutions, je les ai envisagées par rapport à mon mode de fonctionnement, à mon business, à ma réalité. Donc c'est pas forcément les options qui iront pour toi, pour ta réalité, pour ton business, par rapport à la manière dont tu fonctionnes. Donc avant chaque solution, je vais surtout te dire quelles questions je me suis posée et c'est plus ça que tu peux t'approprier, te poser cette question-là pour trouver des solutions qui te conviennent.
La première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je mets en place comme organisation pour limiter mon temps d'écran? En gros, je travaille 4 jours par semaine, donc ça veut dire 3 heures d'écran par jour. Et je me connais, quand je suis lancée dans quelque chose, j'ai du mal à m'arrêter spontanément. Pour m'arrêter, souvent, il faut que j'ai une échéance, un rendez-vous à une heure où je dois partir. Donc le plus simple pour moi, et aussi parce que c'est l'après-midi que je suis la plus efficace, le plus simple pour moi, c'est d'avoir défini que je limiterai les écrans le matin, sauf si j'ai un rendez-vous en visio. Donc ces journées-là, éventuellement, je vais essayer de faire autrement, mais par la suite, j'essaierai de prendre mes rendez-vous plus tôt l'après-midi. Donc le but, c'est d'avoir des matinées sans écran. Exception faite, d'aller checker mes mails quand même le matin, juste pour voir s'il y a des mails urgents, vraiment urgents, du style qui ne peuvent pas attendre le début d'après-midi pour être traités. C'est assez rare quand même, mais c'est au cas où. Donc je vais juste regarder ça sans traiter mes mails, mais voir est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé depuis hier qui est absolument urgent, que je dois absolument traiter maintenant. Sinon, je ferme la boîte mail, je ferme les réseaux sociaux, donc ça veut dire pas de boîte mail, pas de réseaux sociaux, pas de tout ça, avant le début d'après-midi. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants, et que donc, inévitablement, à 17h15, 20, de toute façon, il faut que j'arrête de travailler. Donc ça me permet de commencer les écrans vers 14h15, 14h20, et je sais que là, j'ai tout l'après-midi. Ça va être aussi des vraies réflexions en termes d'organisation. Je vais expliquer après les choses que je vais faire, mais je travaille pas toujours chez moi, je travaille aussi en coworking, je travaille aussi chez moi, mais avec mon compagnon à côté. Et donc, ma deuxième piste, c'est de m'être demandé quelles sont les tâches que je fais actuellement devant un écran qui pourraient être faites autrement. Une grosse partie de mon business, au-delà de l'accompagnement, c'est la création de contenu. Et pour ça, je me suis rendu compte que aujourd'hui, je prépare tout sur mon ordinateur, je réfléchis devant mon ordi, je prends mes notes devant mon ordi, j'organise mes notes devant mon ordi. Ça, je peux très bien le faire sur un carnet de notes avec un crayon. Et pour ce qui est de l'écriture, avant de passer à la version finale, je peux aussi utiliser des outils de prise de notes vocales. Je peux lire en fait, ou je peux parler. C'est quelque chose qui est très facile pour moi. Et je peux simplement, avec un outil de retranscription, dire, je sais pas, mon post LinkedIn, mon post Instagram, ma newsletter, la lire à partir de mes notes, pour avoir la retranscription à retravailler là sur écran. C'est là où je dis qu'il va falloir aussi que je vois comment je fais quand je suis en cowork, parce que je peux pas me mettre à parler devant mes collègues. Bien sûr que nous avons des bulles et des espaces où on peut faire nos visios, mais en réserver toujours pour ça, ça sera pas toujours possible. Ce que je me dis pour le moment, c'est que on a la chance d'avoir un jardin, je peux aussi partir marcher. S'il pleut pas, en fait, je peux très bien aller faire ça dehors, aller marcher, ce qui me mettra plus en mouvement. Donc j'y vois aussi un intérêt à ce niveau-là. Et puis quand je travaille chez moi et qu'il y a mon compagnon, c'est une question de changer de pièce, ou pareil, aller faire ça en marchant. Je pense aussi que je vais regarder, j'ai pas encore fait, mais ce qui existe comme outil pour les personnes malvoyantes, non-voyantes, tous ces outils qui vont lire ce qu'il y a sur les écrans. Parce que ça me permettrait aussi d'avoir le contenu de mes mails par exemple, en gros de lire des contenus, mais de les entendre. Donc à voir ce que je mets en place par rapport à ça. Troisième question que je me suis posée, c'est de manière générale, quelles sont les alternatives que j'ai à certains projets. Aujourd'hui, mes créations de contenu se font beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ma newsletter, je vais la conserver. Ça, c'est aujourd'hui le contenu le plus long que j'ai. Et comme je l'ai dit au départ, je suis lassée des contenus courts, sans nuance. Pour moi, un contenu court, aujourd'hui, il ne doit être là que pour... Enfin, en tout cas, ceux que j'ai envie de faire et ceux que j'ai envie de consommer. C'est des contenus courts qui vont me donner envie de lire ou de regarder ou d'écouter un contenu plus long. Et donc, c'est ce que j'ai envie de faire. La décision que j'ai donc prise, c'est de poster beaucoup moins sur les réseaux sociaux pour parler de sujets de fond, ou même pour parler de mes offres, de mes accompagnements, de tout ça, et de rebasculer ça sur de la vidéo et du podcast, qui, a priori pour le moment, je pense, ce sera les mêmes thématiques, mais simplement soit sur YouTube, soit sur les podcasts. Je garde ma newsletter. Mais donc, de transformer ma manière de créer des contenus. J'utilise aussi pas mal les stories sur Instagram que je transforme en contenu long. C'est découpé en plusieurs stories. Ça, je pense que c'est quelque chose que je vais garder parce que ça m'offre une interaction sociale avec mes abonnés qui est plus immédiate. Ça me permet de poser des questions, de faire des sondages, d'aller échanger avec les gens.
Donc ça, je pense que je vais le garder, mais vraiment en construisant mes suites de stories de manière à faire un contenu long, finalement. Donc je vais voir comment je vais faire par rapport à ça. Peut-être qu'il y aura des lives aussi, des lives sur Instagram, sur LinkedIn, je ne sais pas. Alors des lives, évidemment, ça peut être sur écran, mais là, par exemple, je suis en train de me filmer avec mon téléphone et je ne suis pas en selfie. Je ne vois pas l'écran de mon téléphone. Donc je ne sais pas encore comment, pour des lives, comment je pourrais faire sans écran. Question en suspens. Parce que peut-être que des fois, il y a besoin de réagir au chat, ou je ne sais pas encore. J'ai pas la réponse à tout, encore. Mais en tout cas, mon idée globale, c'est alternative, créer plus de contenu vidéo, audio, avec un montage assez minimaliste, déjà, parce que c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, et que je me satisfais des choses simples, et je m'adresse à des gens qui savent se satisfaire de choses simples. Donc voilà, troisième piste. Quatrième piste, je me suis demandé, qu'est-ce qui aujourd'hui me ramène systématiquement vers les écrans? C'est quoi l'addiction? Et je me suis rendu compte très vite, là en recommençant à publier sur LinkedIn, que c'est ces fichus indicateurs de popularité des contenus, notamment ce réflexe que j'ai, je poste un contenu sur les réseaux sociaux et je vais frénétiquement aller voir régulièrement s'il y a eu des likes, s'il y a eu des commentaires, etc. etc. C'est ça souvent qui me ramène vers les écrans. Je ne vais pas forcément sur les réseaux sociaux beaucoup pour consommer le contenu des autres. En fait, je consomme les contenus des autres parce que quand j'y suis, ils me sautent sous les yeux. Mais je n'y vais pas pour ça à la base. Donc là, je me suis dit, je vais, avant de poster tout contenu, quel qu'il soit, que ce soit la newsletter, que ce soit des vidéos, que ce soit sur les réseaux sociaux, de conscientiser l'objectif de ce contenu. C'est quoi le vrai indicateur pertinent pour moi? Et en me posant cette question, je me rends compte que les likes comptent assez peu, parce que parfois, il va y avoir des contenus qui vont avoir peu de likes, mais qui sont des contenus qui vont m'avoir généré des leads ou des interactions qui vont mener à un travail avec quelqu'un. Et en fait, c'est ça, ce sont ces indicateurs qui sont beaucoup plus intéressants pour moi. Si je fais une publication sur LinkedIn, combien est-ce que de personnes m'ont fait une demande de connexion derrière? Ça, c'est intéressant parce que c'est l'humain, c'est un vrai contact, c'est un vrai engagement. Donc, je vais essayer ça, à chaque contenu, me dire quels sont mes KPI, quels sont vraiment ce qui est intéressant pour moi. Parce que ça, ce sont moins des indicateurs qui demandent, entre guillemets, d'aller voir régulièrement. C'est-à-dire que je peux très bien me dire, je vais voir une fois en fin de journée, parce que les messages peuvent attendre, le nombre d'abonnés peut attendre, etc. Je vais essayer. Je ne sais pas encore ce que ça va donner là-dessus, mais je vais essayer d'avoir de la discipline à ce niveau-là. Et enfin, la dernière question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je pouvais augmenter mon nombre de projets et de prestations hors écran. Comme je le disais, aujourd'hui, 95% de mon business se fait en ligne. Alors oui, en 2025, j'ai déjà des interventions en présentiel qui sont programmées, donc ça augmente, c'est une partie. Mais même pour les sessions de consulting que je fais, par exemple, aujourd'hui, je les fais quasiment en visio, j'ai envie d'aller beaucoup plus, aller chercher des clients sur ce format court, sur Bordeaux, pour pouvoir faire ces rendez-vous en présentiel et de ne pas être devant un écran. Donc il va y avoir tout cet enjeu pour moi de rebasculer une part de mon business et donc une part de mon chiffre d'affaires sur du présentiel et pas sur du distanciel pour avoir moins d'interactions en visio. Voilà pour ce que je vais mettre en place pour le moment. Je suppose qu'au fil et à mesure de l'année, il y a des opportunités qui vont arriver suite à ces nouvelles contraintes créatives. Je verrai ce que ça donne, je compte documenter tout ça dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts. Ils ne seront pas forcément que là-dessus, évidemment, mais régulièrement, de faire des retours sur ce que donnent certaines choses. Si toi, tu as des astuces pour travailler sans écran, je dis pas pour te couper uniquement des écrans, mais comment tu arrives à faire ton travail sur écran que je n'ai pas cité là, tu peux me les partager en commentaire. Je serais intéressée aussi de savoir, parmi toutes les pistes que j'ai envisagées, quelles sont celles qui t'intéressent le plus en termes de documentation, celles qui pourraient te convenir le plus, ou tout simplement tes réponses à toutes les questions que je me suis posées. C'est un exercice que tu peux faire si tu souhaites toi aussi réduire ton temps d'écran. D'ici là, je te dis à la prochaine fois. Salut!